Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre, nous allons aborder les différentes façons dont les gaz, l'oxygène et le CO2 sont transportés dans le sang. Nous sommes donc à cette étape qui suit celle des échanges gazeux alvéolo-capillaires. Il faut que l'oxygène puisse être amené au tissu et il faut que le CO2 puisse être amené des tissus jusqu'au poumon. Alors nous allons voir quelques généralités sur le transport des gaz dans le sang. Nous nous intéresserons ensuite à l'hémoglobine, qui est un des transporteurs principaux des gaz dans le sang. Et puis nous verrons séparément le transport de l'oxygène et du CO2 avant de passer en revue les interactions entre le transport de ces deux gaz. Donc l'oxygène et le CO2 sont transportés par la circulation sanguine des poumons vers les tissus et des tissus vers le poumon. Il faut donc que le sang fixe l'oxygène et le CO2, mais de manière réversible, de manière à pouvoir jouer un véritable rôle de transporteur. Et ceci va se faire sous l'influence d'un gradient de pression partielle. Nous avons là des gaz qui doivent être transportés en milieu liquide, que ce milieu liquide soit le plasma ou le cytoplasme des globules rouges. Or, dans un liquide, un gaz peut être présent sous deux formes, une forme dissoute ou une forme combinée. Là encore, cela n'a rien de spécifique à la physiologie. Donc sous forme dissoute ou sous forme combinée, soit à un transporteur, soit après une réaction chimique. Et ce qui est important de retenir, c'est que seule la fraction dissoute du gaz va participer à la pression partielle. Donc il faut qu'on revoie un petit peu cette notion qui est schématisée ici. Nous avons à gauche un récipient qui est séparé par une membrane en deux compartiments, le compartiment A et le compartiment B, dans lequel nous avons des molécules de gaz dissoutes. Après un certain temps, l'équilibre va se faire entre le compartiment A et le compartiment B grâce à la diffusion des molécules de gaz à travers la membrane qui sépare les deux compartiments, et la pression partielle de ce gaz dans le compartiment A sera identique à celle du compartiment B. Si on rajoute dans le compartiment B des molécules transporteuses du gaz qui est contenu dans ce récipient, bien les molécules de gaz vont se combiner au transporteur et alors qu'on a la même quantité de molécules dans le compartiment B, seules les molécules qui sont encore dissoutes et non pas combinées au transporteur vont participer à la pression partielle du gaz. Donc, du simple fait de l'ajout du transporteur dans le compartiment B, la pression partielle du gaz en A va être supérieure à la pression partielle du gaz en B. Et après un certain temps, qui va permettre aux molécules de gaz de traverser la membrane et de s'équilibrer, eh bien, nous aurons de nouveau des pressions partielles équivalentes entre les deux compartiments A et B, mais bien sûr, cette pression sera différente de ce qu'elle était au départ. Et dans le compartiment B, on aura beaucoup plus de molécules du gaz considéré, malgré une pression partielle identique dans les deux compartiments. Alors, le volume de gaz qui est dissous dans un liquide, et là encore, rien de particulier à la physiologie respiratoire, est déterminé par la pression partielle du gaz, mais aussi par son coefficient de solubilité. Tous les gaz ne se dissolvent pas de la même manière dans un liquide. Une autre caractéristique importante, bien sûr, c'est la température du liquide. Mais pour ce qui nous intéresse en physiologie respiratoire, on va partir du principe que la température du liquide est stable et à 37 degrés. Donc la loi de dissolution, qu'on appelle aussi la loi de Henry, nous dit que le volume de gaz dissous est proportionnel au coefficient de solubilité du gaz et au rapport pression partielle du gaz sur pression atmosphérique. Alors, pour ce qui concerne l'oxygène est essentiellement transporté sous forme combinée, liée à l'hémoglobine dans le cytoplasme des globules rouges, mais une faible quantité est dissoute dans le plasma et dans le cytoplasme des globules rouges. À peu près 97% de l'oxygène est fixé à l'hémoglobine, seulement 3% est sous forme dissoute dans le plasma.
Pour le gaz carbonique, la distribution est différente. 5 à 10% du gaz carbonique se trouve sous forme dissoute dans le plasma et dans le cytoplasme des globules rouges, donc dissoute en milieu liquide. Et le gaz carbonique se trouve aussi sous forme combinée, en majeure partie après réaction chimique, sous forme de bicarbonate dans le plasma. Cela représente 60 à 65% du transport du gaz carbonique, mais aussi lié à l'hémoglobine dans les globules rouges. Ceci représente à peu près 30% de la quantité de gaz carbonique transportée. Alors, intéressons-nous donc à cette molécule transporteuse qu'est l'hémoglobine. L'hémoglobine est ce que l'on appelle un pigment respiratoire. Il est présent uniquement dans les globules rouges. Dans les muscles, on a un autre pigment respiratoire qui est la myoglobine, qui pourra transporter l'oxygène dans ce tissu particulier. Mais c'est l'hémoglobine qui va permettre de transporter l'oxygène dans l'ensemble de l'organisme grâce à la fixation de l'oxygène sur cette protéine transporteuse. Alors, pour qu'une protéine soit considérée comme une protéine transporteuse, il faut qu'elle puisse fixer de manière réversible et instable, ce que l'on appelle un ligand, par exemple ici l'oxygène, sur un site particulier de fixation. Il faut que cette fixation soit réversible de manière à ce que la protéine transporteuse puisse fixer le ligand au point A et le libérer au point B. Et cette fixation dépend de l'affinité entre la protéine et le ligand. Et il faut que cette affinité entre la protéine et le ligand soit plus grande au départ pour que la protéine puisse fixer l'oxygène ou un autre ligand qu'à l'arrivée, ou alors à ce moment-là la protéine va relarguer son ligand. L'hémoglobine a plusieurs ligands. Je ne les ai pas tous cités ici, j'ai mis ceux qui pouvaient nous intéresser en physiologie respiratoire, bien sûr l'oxygène et le CO2, mais aussi les ions H+, on le verra dans ce cours. Le monoxyde de carbone peut se fixer sur l'hémoglobine et les 2,3 DPG que nous allons revoir sont aussi un des ligands de l'hémoglobine. Alors, une molécule d'hémoglobine est composée de 4 chaînes polypeptidiques qui, au centre, comprennent un groupe M, qui est détaillé sur le schéma de droite et que vous avez déjà dû voir en biochimie. Et ce groupe M comprend un noyau porphyrine qui, en son sein, contient un atome de fer. Et cet atome de fer va pouvoir fixer une molécule d'oxygène. Alors, chaque chaîne de l'hémoglobine est codée par 9 gènes différents. Donc, on conçoit bien qu'il puisse y avoir des formes différentes de l'hémoglobine. Chez l'adulte, on rencontre l'hémoglobine de type HbA1 qui est composée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Puis chez le fœtus, on a l'hémoglobine F qui est particulière et qui est composée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes gamma. On peut aussi comprendre qu'il suffit d'une mutation assez simple pour entraîner la formation d'une hémoglobine anormale. Et chez l'adulte, on a répertorié jusqu'à 120 hémoglobines anormales à cause de mutations d'un acide aminé sur une des chaînes. Alors, d'autres caractéristiques importantes concernent le fer. Le fer ne peut fixer l'oxygène que s'il est sous forme divalente. S'il est sous forme trivalente, il ne pourra pas fixer l'oxygène. Et l'hémoglobine qui contient des atomes de fer sous forme trivalente s'appelle la méthémoglobine. C'est une hémoglobine anormale, même si on peut la rencontrer chez le sujet sain. Mais c'est une hémoglobine qui est anormale dans la mesure où elle ne pourra pas fixer l'oxygène. Et donc pour le transport des gaz dans le sang, elle ne sera pas utile. Donc l'oxygène, on a passé en revue ces différents ligands. Parmi ces ligands, il y a différents gaz. Le gaz carbonique, l'oxygène et le monoxyde de carbone. L'affinité de cette protéine transporteuse est différente selon les différents gaz et elle est maximale pour le monoxyde de carbone. L'affinité de l'hémoglobine pour le monoxyde de carbone est très importante et c'est une des raisons pour lesquelles, une fois que le monoxyde de carbone est fixé sur l'hémoglobine, il est très difficile de libérer ce monoxyde de carbone. Alors, commençons par le transport de l'oxygène. L'oxygène, on l'a dit, est transporté bien sûr dans le plasma sous forme dissoute et dans le cytoplasme des hématies ou des globules rouges sous forme dissoute, mais aussi sous forme combinée à l'hémoglobine.
Sous sa forme dissoute, cet oxygène est peu abondant, mais a un aspect qualitatif très important, puisque c'est cette forme dissoute, que ce soit dans le plasma ou dans les hématies, qui va déterminer la pression partielle en oxygène. Dans les hématies, donc on retrouve de l'oxygène sous forme dissoute avant que l'oxygène soit combiné à l'hémoglobine. Et cette forme combinée à l'hémoglobine a un aspect quantitatif très important puisque ça représente plus de 95% de la quantité d'oxygène transportée dans le sang. Le contenu du sang en oxygène correspond à la concentration d'oxygène dissous, auquel on ajoute la concentration d'oxygène combiné. Donc le contenu du sang en oxygène comprend à la fois l'oxygène dissous et l'oxygène combiné, et bien sûr va être proportionnel à la pression partielle en oxygène qui est disponible. Donc l'oxygène dissous, c'est la forme de passage obligatoire qui va permettre la diffusion pour les échanges gazeux. L'oxygène traverse la membrane alvéolo-capillaire et arrive dans le plasma capillaire sous forme dissoute, va ensuite pénétrer dans le cytoplasme des globules rouges où il pourra alors se combiner à l'hémoglobine. La solubilité de l'oxygène est de 0,023 ml d'oxygène pour 1 ml de sang à une température de 37 degrés. Il ne s'agit pas d'un chiffre qu'il faut apprendre par cœur, juste avoir un ordre d'idée et surtout un ordre d'idée de la comparaison entre la solubilité de l'oxygène et la solubilité du CO2. Donc le volume dissous d'oxygène dans le sang est égal à SO2 multiplié par le rapport entre la pression partielle en oxygène et la pression atmosphérique. Il y a donc une relation linéaire entre la quantité d'oxygène dissoute en milieu liquide, dans le plasma et le cytoplasme, et la pression partielle en oxygène. Si l'on prend l'exemple d'une pression artérielle en oxygène de 13 kPa, cela donne un volume d'oxygène dissous, selon la formule détaillée dans la diapositive précédente, de 0,003 ml par millilitre de sang artériel, ce qui est exprimé plus communément par 0,3 ml pour 100 ml de sang artériel. Or, la consommation d'oxygène chez un individu normal est de l'ordre de 300 ml par minute. Donc on comprend bien dans ces conditions que la quantité d'oxygène dissoute soit insuffisante à elle-même pour oxygéner les tissus correctement. Et l'oxygène est aussi transporté sous forme combinée, c'est sa forme principale de transport. 4 molécules d'oxygène peuvent se combiner à l'hémoglobine, donnant de l'oxyhémoglobine. Alors, une notion qui est importante à connaître, c'est celle de pouvoir oxyphorique. C'est la quantité d'oxygène qu'une molécule d'hémoglobine peut fixer ou qu'un gramme d'hémoglobine peut fixer. Un gramme d'hémoglobine fixe en théorie 1,39 ml d'oxygène, mais même chez le sujet normal, il existe un faible pourcentage d'hémoglobine anormale au niveau sanguin, comme par exemple la méthémoglobine, et en conditions réelles, 1 gramme d'hémoglobine fixe à peu près 1,34 ml d'oxygène. La concentration moyenne d'hémoglobine normale est d'environ 15 grammes pour 100 ml de sang. Le contenu maximal du sang en oxygène est donc égal à la concentration d'hémoglobine multipliée par le pouvoir oxyphorique, auquel on va ajouter la concentration en oxygène dissous. Donc pour du sang artériel avec une pression partielle d'environ 13 kPa, cela nous donne à peu près, pour ce qui concerne l'oxygène combiné à l'hémoglobine, 20,9 et pour l'oxygène dissous, 0,3, soit 21,15 ml d'oxygène pour 100 ml de sang artériel. On comprend donc que le contenu total du sang en oxygène dépend principalement de la forme combinée de l'oxygène et non pas de la forme dissoute, malgré que celle-ci soit très importante pour permettre le passage des molécules d'oxygène jusqu'à l'hémoglobine. Une molécule d'hémoglobine comprend donc 4 chaînes polypeptidiques qui ont chacune en leur sein un groupe M qui contient un atome de fer. L'oxygène va pouvoir se fixer sur cet atome de fer. Donc une molécule d'hémoglobine peut fixer entre 0 et 4 molécules d'oxygène.
La capacité maximale de l'hémoglobine à transporter l'oxygène n'est donc pas forcément systématiquement atteinte. Si l'hémoglobine n'a fixé que 2 molécules d'oxygène, sa capacité maximale n'est pas atteinte. Et on définit ainsi la saturation de l'hémoglobine en oxygène, la SaO2, c'est la quantité d'oxygène liée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximale en pourcentage. Ceci nous permet de décrire une courbe de dissociation de l'hémoglobine qui illustre l'évolution de la saturation de l'hémoglobine, de la SaO2, en fonction de la pression partielle en oxygène. Cette pression partielle en oxygène détermine la quantité d'oxygène dissoute dans le sang et donc la quantité d'oxygène qui va être disponible pour une fixation sur les molécules d'hémoglobine. Cette courbe de dissociation de l'hémoglobine a une forme sigmoïde caractéristique avec une partie assez abrupte où tout changement de pression partielle en oxygène va entraîner une diminution importante de la saturation en hémoglobine et puis à partir de 8-9 kPa, eh bien, il faudra beaucoup augmenter la pression partielle en oxygène pour obtenir une petite variation de la saturation de l'hémoglobine. Un certain nombre de facteurs vont pouvoir modifier l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, c'est-à-dire l'importance de la saturation de l'hémoglobine pour l'oxygène à une pression partielle donnée. La courbe noire représente la courbe de dissociation de l'hémoglobine que vous avez vue sur la diapositive précédente. La courbe verte montre ce qui se passe lorsque l'affinité de l'hémoglobine est diminuée pour l'oxygène. Donc ça, pour une pression partielle en oxygène donnée, par rapport à la courbe noire normale, nous donnera une saturation de l'hémoglobine moins importante. Donc lorsque la courbe est déplacée vers la droite, cela traduit une affinité diminuée de l'hémoglobine pour l'oxygène et donc la libération de l'oxygène par l'hémoglobine sera augmentée. Donc une situation qui est favorable lorsque l'on veut relarguer l'oxygène par exemple au niveau des tissus. La courbe bleue montre le déplacement de la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la gauche, ce qui traduit une affinité augmentée de l'hémoglobine pour l'oxygène. Pour une même pression partielle en oxygène, la saturation de l'hémoglobine sera plus importante qu'elle ne l'était dans la situation de la courbe noire. Lorsque l'affinité de l'hémoglobine est augmentée, cela va diminuer la libération de l'oxygène par l'hémoglobine, mais au contraire va permettre la captation de l'oxygène de manière plus efficace. Donc ça, c'est une situation qui est particulièrement favorable au niveau des capillaires pulmonaires. Il existe physiologiquement des facteurs qui sont susceptibles de modifier l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Il s'agit du pH, quelle que soit l'origine de la variation, une origine métabolique, une origine respiratoire. Le CO2, par l'intermédiaire du pH, mais aussi par sa présence propre. La température tissulaire va jouer un rôle, ainsi que la concentration du globule rouge en 2,3-diphosphoglycérate, en 2,3-DPG. Le 2,3-DPG est un métabolite de la glycolyse que l'on trouve dans les globules rouges. Donc ces 4 facteurs vont pouvoir affecter l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène de manière tout à fait physiologique. Ceci va permettre d'optimiser les échanges respiratoires, de permettre au maximum à l'oxygène d'être capté dans les capillaires pulmonaires et au contraire d'être relargué dans les capillaires tissulaires. Voici 2 exemples de courbes de dissociation de l'hémoglobine modifiées soit par le CO2, soit par le pH. À gauche, on a toujours la courbe noire pour une pression partielle en CO2 de 5 kPa, donc normale. La courbe verte indique ce qui se passe lorsqu'on est dans une situation où la PCO2 est augmentée. Elle est augmentée ici à 11 kPa. On voit que l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée. Dans quelles circonstances est-ce qu'on a une augmentation de la pression partielle en CO2? Eh bien, dans les capillaires tissulaires où le CO2 a été produit par les cellules et va être capté par le sang capillaire. Donc au niveau du sang capillaire, cette augmentation de la PCO2 va avoir comme effet supplémentaire de diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et donc de favoriser la libération des molécules d'oxygène à partir de l'hémoglobine.
En revanche, la courbe bleue montre ce qui se passe lorsque l'on abaisse la pression partielle en CO2, ici à 3 kPa. Eh bien, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est augmentée. Là encore, on se trouve dans une situation qui se rapproche de celle des capillaires pulmonaires, avec une pression partielle en CO2 plus basse, et donc une situation dans laquelle l'oxygène va être capté plus facilement par l'hémoglobine. On a le même type de modification de la courbe selon que l'on abaisse le pH, ce qui nous donne une diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Et en revanche, lorsque le pH augmente, ici à 7,60, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée. Alors, on peut mesurer ou estimer cette saturation de l'hémoglobine en oxygène par une méthode très simple qui est l'oxymétrie de pouls. Alors, il ne s'agit pas d'une mesure exacte, mais d'une estimation, car l'hémoglobine sur laquelle est fixé l'oxygène, l'oxyhémoglobine, a un spectre d'absorption de la lumière qui est différent de celui de la désoxyhémoglobine ou de l'hémoglobine qui n'a pas fixé de molécule d'oxygène. Et donc, simplement en faisant passer de la lumière à travers un lit capillaire, et il s'agit du lit capillaire d'un doigt ou du lobe de l'oreille, eh bien, on peut avoir une estimation de la saturation de l'hémoglobine en oxygène, et cela constitue un des paramètres vitaux que l'on enregistre de manière très très courante. Vous voyez ici, chez ce sujet qui porte un petit oxymètre au bout du doigt, une saturation à 96%, strictement normale. Alors passons maintenant au transport du gaz carbonique. Le gaz carbonique, lui, est transporté majoritairement dans le plasma, un petit peu sous forme dissoute, mais surtout sous forme combinée après réaction chimique, on va voir laquelle. Et dans les hématies, le gaz carbonique est transporté de nouveau de manière très faible sous forme dissoute, mais aussi sous forme combinée à l'hémoglobine et sous forme combinée après réaction chimique. On va voir ça en détail. Le CO2 dissous, il est dissous dans le plasma et dans le cytoplasme des globules rouges. Quantitativement, c'est une petite fraction du CO2 total, mais qualitativement, c'est une fraction importante puisque c'est la forme de passage obligée pour les échanges grâce à la diffusion. Vous voyez que la solubilité du CO2 est bien supérieure à celle de l'oxygène. Elle est à 0,58 ml de CO2 par millilitre de sang à la température de 37 degrés. Alors, le CO2 est aussi transporté sous forme combinée après réaction chimique. Cette réaction chimique est la suivante. En présence d'eau, le CO2 donne de l'acide carbonique qui est très instable et qui va se transformer en ion bicarbonate et en ion H+. La réaction qui permet de transformer le CO2 et l'eau en acide carbonique est très lente en l'absence d'enzyme. Et cette enzyme qui permet d'accélérer la réaction s'appelle l'anhydrase carbonique. Dans le plasma, il n'y a pas d'anhydrase carbonique. En revanche, cette enzyme est très abondante dans le cytoplasme des globules rouges. Donc on comprend bien que le CO2 dissous dans le plasma va permettre la production d'une faible quantité d'ion bicarbonate et d'ion H+, mais en revanche, dans le cytoplasme des hématies, le CO2 va très rapidement être transformé en acide carbonique, puis en ion bicarbonate et en ion H+. Une fois que ces ions H+ ont été produits dans le cytoplasme des globules rouges, ils vont sortir, ils vont traverser la membrane du globule rouge en échange pour maintenir l'équilibre électrique avec des ions chlore, c'est ce qu'on appelle l'effet Hamburger. Donc, dans le cytoplasme des globules rouges, il y a peu d'ions bicarbonate. En revanche, on va retrouver les ions H+, qui, eux, seront tamponnés par l'hémoglobine. Donc, la réaction CO2 plus eau qui donne de l'acide carbonique qui se transforme en ion HCO3- et en ion H+, va aboutir au passage des ions HCO3- à travers la membrane cellulaire des globules rouges. Les ions H+ vont rester dans le globule rouge et vont se fixer à l'hémoglobine. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les ions H+ sont un des ligands de l'hémoglobine. En revanche, dans le plasma, puisque les ions bicarbonate ont traversé la membrane du cytoplasme des globules rouges, ils seront très abondants et c'est la forme de transport du CO2 combiné après réaction chimique.
Alors, dans le cytoplasme des globules rouges, le CO2 va aussi se fixer à l'hémoglobine sur un site de fixation qui est différent du site de fixation de l'oxygène. Le CO2 ne se fixe pas du tout sur les atomes de fer. L'hémoglobine qui a fixé du CO2 s'appelle l'hémoglobine carbaminée. Ceci représente environ 30% du transport du gaz carbonique. Alors, un petit rappel sur le pH, le potentiel hydrogène, qui mesure la concentration des ions H+. Vous le verrez dans un chapitre consacré à l'équilibre acido-basique. Cet équilibre est essentiel au fonctionnement correct de l'organisme, au fonctionnement des différentes cellules de l'organisme. Donc, il existe plusieurs phénomènes d'adaptation qui vont permettre de maintenir ce pH autour d'une valeur normale comprise entre 7,38 et 7,42. Il existe de nombreux systèmes tampons, intracellulaires et extracellulaires. Le rein participe aussi énormément à l'équilibre acido-basique, mais l'appareil respiratoire va y contribuer grâce à la pression partielle en oxygène par l'intermédiaire de la ventilation, puisque vous voyez qu'en se combinant avec de l'eau, le gaz carbonique donne en finalité certes des ions bicarbonate, mais aussi des ions H+. Donc, à la fois au niveau des entrées d'ions H+, et des sorties d'ions H+, l'appareil respiratoire, en modulant la pression partielle en CO2, va pouvoir permettre de réguler la concentration des ions H+, c'est-à-dire le pH. Voyons maintenant comment certains facteurs interagissent de manière à optimiser le transport de l'oxygène et du CO2. Eh bien, on a deux effets. L'effet Bohr, la pression partielle en CO2 influence la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. C'est ce qui est représenté sur la courbe de dissociation de l'hémoglobine en fonction de la PCO2 que je vous ai montré tout à l'heure. Pour une même pression partielle en oxygène, l'hémoglobine fixera plus d'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine sera augmentée si la PCO2 est basse. C'est la situation que l'on rencontre dans les capillaires pulmonaires. L'effet Bohr traduit le fait que pour une même pression partielle en oxygène, l'hémoglobine va fixer plus de molécules d'oxygène si la PCO2 est basse et en revanche, elle fixera moins de molécules d'oxygène si la PCO2 est élevée. À côté de l'effet Bohr, on a l'effet Haldane qui nous dit que la pression partielle en oxygène va influencer la fixation du CO2 sur l'hémoglobine. On a représenté ici non pas une courbe de dissociation de l'hémoglobine pour le CO2, mais la concentration du CO2 dans le sang en fonction de la pression partielle en CO2. Eh bien, pour une même PCO2, l'hémoglobine va fixer plus de CO2 si la pression partielle en oxygène est basse. C'est ce qui est la situation dans les capillaires tissulaires. Et en revanche, elle fixera moins de CO2 si la pression partielle en oxygène est élevée, qui est la situation que l'on rencontre dans les capillaires pulmonaires. Donc l'effet Bohr et l'effet Haldane se combinent pour optimiser le transport des gaz par l'hémoglobine dans le sang. En conclusion, on a vu que cette étape du transport des gaz dans le sang dépendait de plusieurs facteurs, avec des interactions qui permettent d'optimiser la fixation, la capture et la libération de l'oxygène et du CO2 par l'hémoglobine. Il ne faut pas oublier l'importance du transport du CO2 dans l'équilibre acido-basique, et ceci sera abordé dans le cours du professeur Lévy.